Salut à tous et merci d'être avec nous pour la nouvelle saison de WEO et Débat, votre émission politique dans la région et sur WEO. Venez avec moi, nos premiers invités de cette saison sont les frères Bocquet, Alain et Éric Bocquet. Ils ont écrit un livre qui a fait le buzz, Sans domicile fisc. On va en parler, évasion fiscale notamment. Ben voilà, ils sont sur le plateau, ils nous attendent. WEO et Débat, c'est maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver sur WEO pour WEO et Débat, votre émission politique. Et quelle saison politique qui s'annonce et qui s'ouvre. Il nous faut débattre, il nous faut confronter les idées. Voilà à quoi sert cette émission. Les premiers invités de la saison, ce sont deux frères, deux maires. L'un est sénateur, l'autre député. Les frères Bocquet, comme l'on dit. Alain Bocquet, bonjour. Bonjour. Député maire de Saint-Amand. Éric Bocquet, bonjour. Le frère d'Alain, bonjour. Vous êtes sénateur maire de Marquilly et Pierre-Jérôme Montenot est également avec moi pour vous interroger. On va beaucoup parler de ce livre, notamment Sans domicile fisc. Ça, c'est votre actualité et ça fait le buzz de la rentrée. Évasion fiscale, paradis fiscaux. On va parler de tout cela ensemble. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, vous découvrir ou vous redécouvrir, car vous êtes quand même assez connu dans la région, notamment vous Alain, Éric un peu moins, mais on va faire un peu plus connaissance. Voilà votre portrait signé Pierre-Jérôme Montenot. Il y a le Bocquet des villes et le Bocquet des champs. Le Bocquet des villes est le plus âgé des deux. Et côté profil politique, c'est celui qui a le plus de bouteilles et sans doute un sens aigu de la survie. Il a été, est et restera communiste. Un orthodoxe, comme il dit de lui, tombé dans la marmite rouge dès son plus jeune âge. Un parti qui lui fit gravir les échelons presque jusqu'à la timonerie suprême. Et en 2010, les camarades l'auraient bien vu comme candidat à la présidentielle de 2012 pour le PC. Son ascension au sein du parti s'accompagne de mandats électoraux. Adjoint au maire de Lille, conseiller municipal à Valenciennes et depuis 1995 maire de Saint-Amand et président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Un maire pragmatique, prêt à faire quelques écarts avec l'orthodoxie anticapitaliste. Chez lui, le casino est le bienvenu, les entreprises américaines aussi. Depuis 1978, le Bocquet des villes est aussi député. Il siège aujourd'hui dans la 20e circonscription du Nord. Le Bocquet des champs est moins connu. Ancien professeur d'anglais, son premier mandat date de 1995. Il est le maire communiste de Marquilly, un village à la périphérie de la grande agglomération lilloise. Il siège donc à la communauté urbaine de Lille, un village sans histoire au propre comme au figuré. Son engagement pour les communes rurales, il le portera au Sénat où il est élu en 2011. Le Bocquet des villes et le Bocquet des champs travaillent dans les assemblées, parfois ensemble, parfois séparément. Réindustrialisation de la France pour Alain, survie des petites communes pour Éric. Ils se retrouvent sur un combat qui est dans l'air du temps. La chasse aux fraudeurs, aux évadés fiscaux, les borderlines de la tirelire en Suisse ou aux îles Caïmans. Ils sonnent des alarmes qui résonnent dans le vide d'une gauche qui se cherche, se divise et glisse au centre. Aujourd'hui, on les écoute peut-être un peu plus qu'avant sur ces sujets-là, mais le poids politique des communistes a tellement fondu qu'il est sans doute douloureux d'avoir raison, seul ou presque. Vous vous étiez imaginé, plus jeunes, tous les deux, avoir ces responsabilités politiques-là. C'est assez rare. Deux frères, l'un sénateur, l'autre député, maire, ici, dans cette région des Hauts-de-France. C'est comme ça que l'on dit désormais. Vous l'étiez imaginé, vous vous racontiez ce genre d'histoire quand vous étiez en culotte courte, là, à la maison, tous les deux, ou pas du tout, Alain ? Écoutez, non, puisqu'on a... Enfin, moi, j'ai vécu évidemment avec mon frère Éric, mais il y a quand même 12 ans d'écart. J'avais 18 ans et demi quand j'ai quitté la maison, il en avait 7 environ. Donc nos conversations n'étaient ni philosophiques, ni politiques, ni autres. Donc voilà, c'est la vie qui a fait qu'on s'est retrouvés avec des chemins différents, parce que nous sommes issus d'une famille qui n'était pas du tout ni révolutionnaire, ni communiste. J'étais peut-être le mouton rouge
qui a pris son envol à un moment donné par des rencontres au lycée. La vie a fait que, vous êtes devenu communiste. Vous l'êtes toujours? Je le suis toujours, plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. On va en parler dans un instant. Éric, vous avez donc suivi les traces du grand frère, du coup? Oui, j'avais toujours en tête son engagement, effectivement, très, très jeune. Mais moi, j'ai eu un parcours effectivement différent. L'école, l'université, l'enseignement, métier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai exercé pendant 30 ans. Et il n'était pas écrit qu'un jour je devienne maire de Marquis, encore moins sénateur. C'est pas écrit d'avance. Et on se retrouve aujourd'hui dans ce combat commun. Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul quand on est communiste aujourd'hui? Parce qu'on se dit, il n'y en a plus des communistes, on les voit plus, on les entend plus. Alors vous, on vous entend un peu parce que vous avez écrit un livre, on va en parler dans un instant. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul dans le désert, là? Mais écoutez, je pense que la société dans laquelle nous nous trouvons, qui est plus que chaotique et qui nous mènera tout droit dans le précipice si rien ne se passe, on est quand même dans un monde où jamais il y a eu autant de conflits guerriers, autant de victimes de ces conflits guerriers, les réfugiés, des enfants qu'on tue, des enfants qui sont perdus à Calais ou ailleurs. Et je me dis que si on n'est pas en capacité, si les citoyens du monde ne sont pas en capacité de construire une société commune, partagée, chacun restant soi-même, eh bien, on va dans le mur. On va dans le mur pour les générations futures. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis communiste, parce que je pense qu'il faut créer une société de bonheur commun. Et je suis avant tout un militant de cette cause-là, au milieu des vicissitudes. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Depuis que vous l'êtes communiste, cette idée-là n'a pas changé. Cette idée d'un bien vivre ensemble, cette idée d'une paix commune. C'est le fondement même du mot communiste. Il y a des gens qui ont voulu supprimer ce mot communiste. Oui, mais le monde a beaucoup changé entre... Le monde est empire. Et empire. Et empire, il a changé en pire. Quant aux victimes, quand Stiglitz écrit dans son livre, l'économiste ancien conseiller de Clinton, qu'actuellement, dans cette société mondiale, vous mettez 60 types les plus riches du monde dans un bus, et c'est l'équivalent de 3,5 milliards d'habitants de cette planète les plus pauvres, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être, mais Éric, on n'a pas l'impression que vous êtes suivi par une foule en liesse. Il n'y aura peut-être même pas de candidat à la présidentielle communiste. On va parler de Mélenchon, on en parlera tout à l'heure avec Pierre-Jérôme Montenot. Mais voilà, le fait c'est que si l'idée est là et si l'idée reste belle et noble, probablement, après, dans les faits, dans la vie de tous les jours, les communistes, on les cherche. Alors, c'est vrai, une idée, ça ne meurt pas, effectivement. Ouais. Qu'on ait un peu de mal à la faire vivre, c'est incontestable. Mais vous savez, le moteur de notre engagement commun, et ça, je crois qu'on a ça en commun, c'est le refus de l'injustice et la question du partage que beaucoup d'autres que nous se posent aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre, on a rencontré des dizaines de témoins qui, avec leurs sensibilités diverses, posent cette question. Ça revient dans l'actualité. Je suis convaincu que les faits, en fait, prouvent quelque part qu'il faut changer de société. Le libéralisme mondialisé, qui est aujourd'hui toute la planète comme surface de jeu, ne répond pas aux grands défis de l'humanité aujourd'hui. Est-ce que la crise, c'est pas l'amorce d'un changement de société, au fond? C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité qui peut déboucher sur le pire. Voyons ce qui se passe en Europe, tous les populismes qui montent en Allemagne, en Hongrie, etc. Ça peut être aussi la question, enfin, de changer ce monde, parce que cette question-là se pose avec régularité. Alors, on y travaille à la place que nous occupons, mais on est convaincu que le questionnement est très, très fort aujourd'hui, et le doute s'est installé dans l'esprit des gens. Les gens ne croient plus. Il faut reconstruire un projet pour redonner de l'espoir et redonner un moteur à cette société. On va en parler tout à l'heure avec Pierre-Jérôme Montenot, notamment sur le plan plus politique. Mais d'abord, et vous êtes là aussi pour cela, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Sans domicile fisc ». Alors je vous félicite pour le titre. On avait eu un Marx et ça repart. Joli titre. « Sans domicile fisc », en voilà un deuxième. C'est vous, Alain, qui trouvez les titres des livres. Je pourrais travailler, dans l'édition. Chez Ségala. Ah, chez Ségala. Oui, pourquoi pas. Je vous verrai bien dans la publicité. Tiens, ce serait étonnant et détonnant. La question d'actu, s'il vous plaît. Voilà donc ce livre, Sans domicile fisc. Dans ce livre, alors d'abord, vous ne nous donnez pas le moral, je dois vous dire, parce que quand on lit votre livre, on se dit que effectivement, il y a des milliards et des milliards d'euros qui échappent à la France et à l'Europe. 1000 milliards d'euros, c'est ce que vous chiffrez en termes d'évasion fiscale à l'échelle européenne. Mais quand on vous lit, alors effectivement, on n'a pas le moral et on se dit, mais c'est impossible de lutter contre ça. C'est tellement énorme, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent, il y a tellement à la fois d'hommes politiques, de chefs d'entreprise, d'industriels, de paradis fiscaux, de gouvernements. Bref, c'est bien de le dire, c'est bien de dénoncer, mais qu'est-ce qu'on fait
pour régler ce problème, puisque pour vous c'est un problème, hein. C'est même pratiquement à l'échelle d'une guerre de civilisation face à laquelle il faut combattre. C'est ça que vous dites, Éric ? Complètement. Le monde a changé, vous l'avez souligné, et les choses s'accélèrent depuis 3 décennies, où le libéralisme a la main sur le monde entier et son économie. Et donc, ce bouquin est marqué surtout de l'indignation qui a été la nôtre dès les premières auditions des commissions d'enquête 2012, 2013 et Alain 2014. Cette indignation est intacte. Donc, effectivement, moi, je prends ça à l'inverse comme une opportunité. On en parlait tout à l'heure. Voilà l'état des lieux, voilà la situation. Ceci ne doit rien à la fatalité. Ça a été organisé par la finance, par des hommes politiques en connivence avec ce monde-là. Et donc, il y a les moyens d'un monde meilleur aujourd'hui sur la planète, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des décennies. La dette, l'endettement, le déficit. On est au bout de l'histoire, c'est faux. Comment on fait avec un Jean-Claude Juncker, qui est président aujourd'hui de la Commission européenne, qui est l'ancien président du Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Enfin, je veux dire, à un moment donné, comment on fait pour lutter contre ça quand ceux qui organisent un paradis fiscal sont à la tête de l'Europe ? Et vous pourriez citer les commissaires qui rejoignent allègrement Uber, qui ont des sociétés non déclarées aux Bahamas, d'autres qui rejoignent... Emmanuel Barroso qui rejoint Goldman Sachs. Voilà. Nelly Kroes. Voilà, ou Nelly Kroes. Mais donc on est foutu là. Non, parce que ce sujet est un sujet qui commence à devenir grand public. D'ailleurs, notre livre, c'est la traduction grand public de travaux que nous avons faits parlementaires, qui étaient quand même un peu austères. Oui, parce que vous faites un travail journalistique, vous menez une enquête, vous interrogez, vous donnez des exemples, vous parlez de McDonald's notamment, vous parlez d'un tas d'entreprises. Et on a même l'appui du pape, François. Oui. D'accord. Oui. Vous citez le pape François. Qu'on accuse parfois d'être un peu trop communiste dans ce monde. D'accord. Ça arrive. Ça a toujours été ambigu, la relation entre la papauté et les communistes, d'ailleurs. Il y a des points communs souvent. Bon, bref. Mais cela dit, cette question était une question d'initiés. D'abord des ONG comme Oxfam, comme CCFD, les chrétiens qui ont lutté contre les paradis fiscaux. Ça a été aussi une question de journalistes qui ont eu le courage de révéler ces problématiques. Vous citez George Orwell, je mets mes lunettes. Dans les temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. 1984, George Orwell. Voilà. Vous voulez dire la vérité dans ce livre ? Absolument. Donc, il y a eu aussi des lanceurs d'alerte qui ont eu le courage de révéler des systèmes complètement véreux dans les banques ou autres. C'est Panama Papers, voilà. c'est SwissLeaks. Et aujourd'hui, la question qui est posée, parce que c'est vrai que quand on raconte tout ça, vous dites c'est un peu pessimiste. Oui. Et tous ceux que nous avons rencontrés sont indignés de cette réalité et sont un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Ils se demandent comment faire devant ce sujet himalayesque. Ouais. Eh bien, la seule réponse, c'est qu'il faut tous s'en mêler. Il faut tous s'en mêler. C'est une affaire de citoyenneté. Mais c'est-à-dire, oui, chacun, ma grand-mère, ma mère, mon père... Tout le monde doit apporter sa pierre. Ne laissons pas le pouvoir à Juncker et autres personnages de ce genre qui sont là pour défendre, en fait, l'argent roi. L'argent fou. Parce que l'argent est fou, il faut le ramener à la raison. Et si on ne le ramène pas à la raison, on va dans le mur. Il faut absolument que tout le monde s'y mette. Nous avons voulu faire un livre pédagogique, didactique, pour faire en sorte que chacun puisse s'emparer. Parce que si chaque citoyen s'en mêle, ça va bouger. Et ça peut bouger. Et ça commence à bouger. Vous dites aussi qu'au fond, un patron de PME paye 33% d'impôts, quand un patron du CAC 40 va en payer 8%. Voilà. Ou moins, ou parfois moins, parfois zéro. Total est à une année pas payé d'impôts du tout à la France. En même temps, on est dans un monde de la mondialisation. On est dans un monde de l'ouverture des frontières, libre circulation des hommes, des marchandises, et donc de l'argent. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un paradoxe entre ce monde-là très ouvert ? On voyage, on prend un billet d'avion pour 20 €, on va à peu près partout dans le monde, j'exagère ou presque, et on peut aller placer son argent comme on veut. Enfin, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, presque plus de surveillance. Voilà le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Un monde qui est plaisant pour la jeunesse, qui voyage, qui se balade, qui rencontre, etc. Bon, il y a ce monde-là, et est-ce que ce n'est pas un repli au fond sur soi-même, c'est-à-dire on referme les frontières, on garde notre argent chez nous, un peu d'ailleurs comme le font les Américains, le protectionnisme américain, ça participe un peu de cet état d'esprit-là. Est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe ? Non, mais il y a deux, trois pistes là, évidentes. On fait la proposition de mettre en place une COP fiscale internationale comme celle qui a été mise en place sur le climat. Voilà, COP 21 de la fiscalité mondiale. La COP 21, tout le monde signe, mais après, est-ce que après il y a la mise en œuvre, on est bien d'accord. Voilà. Il faut que les mouvements l'exigent et que les politiques, effectivement, mettent en œuvre ce qui a été décidé. Il faut travailler, ouvrir
ouvrir le chantier de l'harmonisation fiscale. On parlait de l'Europe tout à l'heure. On citait Apple il y a quelques semaines en Irlande qui a payé un impôt à 0,005%. Absolument. Voilà. Mais bon, une commissaire européenne a quand même eu le courage de leur dire maintenant ça suffit. Oui, on commence à bouger un peu, ce qui montre effectivement les actions ne sont pas vaines. Et puis, la transparence, il faut. La transparence absolue. Effectivement, aujourd'hui, l'argent circule. Par contre, ce qui ne circule pas, c'est les policiers et les juges. Eux, ils ont encore des frontières. Le capital et les hommes circulent, très bien, on est tout à fait favorable, mais le douanier, le policier et le juge, sa prérogative s'arrête à la frontière. Là, il y a un problème. Vous dites d'ailleurs que cette évasion fiscale, rien qu'à l'échelle de la France, c'est autant d'argent en moins pour l'hôpital, autant d'argent en moins pour la police, et Dieu sait si on en a besoin, autant d'argent en moins pour l'école. Voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, cette évasion fiscale a des conséquences. Quand on ferme une école, quand on réduit le budget d'un hôpital, etc., vous dites que le problème vient de là. C'est la source. Avant de passer la parole à Alain, l'exemple d'Apple est tout à fait révélateur. Oui. Il a coûté 13 milliards d'euros à la République d'Irlande. C'est 20% de ses recettes annuelles. Et j'ai lu un papier dans l'Irish Times, quand l'affaire a éclaté, il disait qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 13 milliards. 2 exemples. Ils auraient pu construire 20 hôpitaux à 650 millions et on aurait pu tripler les budgets alloués à la construction de logements sociaux dans un pays de 4,5 millions d'habitants. Voilà les conséquences concrètes de ce que les gens ne payent pas là-haut, qui se répercutent sur les peuples, tout simplement. C'est aussi facile que ça, c'est aussi direct que ça. Puisqu'Apple est en Irlande, alors il y a des hôpitaux en moins. On peut faire une connexion. Forcément. La perte annuelle en France, par exemple, chaque année, c'est entre 60 et 80 milliards qui ne sont pas payés par tous les triches fiscs qui existent. Et c'est souvent les multinationales. Bon, quand on sait que la dette, elle a environ 70... Déficit cette année, 71 milliards. Voilà. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de dette, en fait. Il n'y a pas de dette, l'argent est là. L'argent existe. Le problème, c'est est-ce qu'on ose s'y attaquer ? Eh bien, la question est non. Il y a une sorte de pleutrerie ambiante qui fait que tout le monde laisse faire, même s'il y a des discours, même s'il y a des déclarations. Mais derrière les déclarations, on s'aperçoit bien, nous qui sommes parlementaires, qu'on est un peu mollasson dans les décisions à prendre. Mais est-ce que ça veut dire que le politique n'a plus le pouvoir ? C'est le chef d'entreprise, c'est le patron de la multinationale qui a le pouvoir et plus le politique. Parce qu'on pourrait se dire que ça n'est que du bon sens, ce que vous nous dites aujourd'hui. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que l'argent a pris le pouvoir. La finance a pris le pouvoir, c'est clair. Je me souviendrai toujours, comme si c'était hier, quand Lionel Jospin déclarait devant les salariés de Michelin à l'époque, quand il y avait le licenciement, l'État ne peut pas tout, alors que l'État, les élus sont représentatifs des citoyens. C'est une vraie question de fond qui est posée, et c'est plus que jamais vrai. Voilà pourquoi Lionel Jospin a eu après de grosses difficultés tous les lobbyistes, électorales. Quand vous pensez, il y a 1700 lobbyistes, c'est ça ? Oui, à Bruxelles, 1700 lobbyistes qui s'occupent de la finance, qui représentent les grandes banques, les grandes multinationales financières, alors qu'à la commission de Bruxelles, il n'y a que 450 fonctionnaires qui travaillent sur la finance. Le jeu est inégal. Et quand on voit Barroso, il est parti chez Goldman Sachs, il était déjà chez Goldman Sachs. C'est absolument inadmissible, ce pantouflage. Nous le condamnons. Il faut arrêter ce système qui est complètement suicidaire pour la société. Mais quand François Hollande dit « mon ennemi, c'est la finance », vous, ça doit résonner à vos oreilles. Oui. On le rappelle. Des gens ont voté pour lui, parce qu'entre autres, il a dit ça. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une question qui se pose. La finance est devenue sa bonne copine au président de la République. Donc ça ne marche pas. Pas que la finance, d'ailleurs. Oui, pour parler de ça. Quelques mois après son élection à la présidence, parce qu'effectivement, moi je pense qu'il a gagné l'élection ce jour-là. Pas de grivoiserie, M. Bocquet. Non, mais je vois ce que vous dites. Ce magnifique discours du Bourget qu'on pourrait signer effectivement dès demain sans problème. Mais dans les premiers mois du quinquennat ou les premières années, il y a eu des rencontres serrées entre les lobbies bancaires français qui sont venus écrire à leurs mains la loi bancaire qui devait séparer les activités des banques, engagement qui avait été pris au Bourget notamment, et on voit ce que cette loi bancaire a donné. Et les politiques sont complètement manipulés ? Aujourd'hui, la finance domine le monde. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que ce sont les marchés financiers qui financent les États. Donc déjà là, il y a un problème de souveraineté qui se pose, et ça c'est depuis 30 ans, 40 ans, depuis 73 par exemple. Ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais la peur ne doit pas nous prostrer, ça nous motive à, au contraire, à agir parce qu'on connaît les causes et on connaît les rouages du système, donc il faut déconstruire tout cela. On va parler des lanceurs d'alerte dans un instant parce que c'est important, mais que dit-on sur les réseaux sociaux ? On ne peut plus se passer des réseaux sociaux aujourd'hui. Que dit-on sur les réseaux sociaux de vous et de ce livre en particulier ? Eh bien, Pierre-Jérôme Montenot est allé sur le net pour nous.
L'actualité d'Alain et d'Éric Bocquet sur le net, c'est dans l'ordre le buzz autour de la sortie de leur livre Sans domicile fisc, un titre dont Alain est l'auteur, trouvé lors d'une insomnie. Du coup, on retrouve plein de vidéos où les frères, seuls ou en duo, réclament la tenue d'assemblées internationales sur le sujet de l'évasion fiscale. Ça, c'est pour la cause militante. Intervention aussi à l'Assemblée pour Alain quand il défend l'industrialisation de la France et s'interroge sur l'avenir du ferroviaire. L'actualité d'Alstom remet le sujet à la une. Si l'on gratte un peu dans la profondeur du net, on trouve quand même des perles qui valent leur pesant d'or suisse, notamment les questions posées par le sénateur Éric Bocquet au ministre du Budget, un certain Jérôme Cahuzac. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour traquer efficacement les fraudeurs? Au bal des Tartuffes, le ministre, qui planque son oseille dans tous les paradis fiscaux possibles, ne fera pas tapisserie. Autre sujet de prédilection, la défense de la ruralité. Les petites communes ont droit au respect. Ainsi, Éric ne raterait pour rien au monde la fête de Marquilly, fête de la citrouille. Il s'y prononce pour la défense des petites communes et répond gentiment aux reporters du jour. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette ruralité qui se mobilise, de ce produit local qui se mobilise? La ruralité en France est une réalité. On oublie trop souvent parce que, je pense à la réforme territoriale, bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais ça en fait partie. Et la ruralité est trop souvent oubliée. Éric enfonce le clou dans une tribune au titre percutant « Mon cul a droit au respect ». On ne peut que le soutenir dans cette voie qui réclame le droit d'exister à Vatan, Arnaque-la-Poste, l'orgie et bien sûr mon cul. Et dire que certains pisse-froids souhaiteraient supprimer le Sénat, une proposition sans fondement. Voilà un sujet bien écrit par Pierre-Jérôme Montenot. Je ne pensais pas qu'on allait parler autant de mon cul à l'occasion de cette émission, Éric Bocquet. Une photo, parce qu'on l'a vu dans ce reportage, la photo de Jérôme Cahuzac. Première photo que je voudrais que vous nous commentiez. Vous l'avez rencontré, vous l'avez interrogé. Et Jérôme Cahuzac, c'est l'effondrement total de cette moralité de gauche, cet homme ministre du Budget, qui est un fraudeur, qui lutte contre la fraude fiscale, devant les caméras, devant les médias, devant tout le monde, qui, les yeux dans les yeux, on se souvient de cette formule, nous déclare qu'il n'a jamais planqué un euro en Suisse ou ailleurs, et on sait la suite. Est-ce que là, on ne touche pas à la fin de ce système? C'est un ministre de gauche, François Hollande, qui, on le sait, a voulu un quinquennat exemplaire, c'est raté. Et c'est peut-être ça qui va d'ailleurs faire mourir à la gauche à la prochaine présidentielle, on en parlera après. Mais Jérôme Cahuzac. Souvenir incroyable, effectivement, je me souviens de cette question, 21 septembre 2012. On avait voté le rapport de la première commission d'enquête en juillet, donc on s'est dit que c'était un peu l'été. Et il y a eu les révélations de M. Bernard Arnault qui voulait aller en Belgique pour échapper aussi à l'impôt. J'ai dit, on va remettre un peu, resservir le couvert, donc d'où cette question d'actualité à M. Cahuzac. Et je lui ai fait remettre le rapport par un huissier, et avec la réponse que vous avez effectivement ressortie, c'était un moment... Comment on en arrive là? Comment vous expliquez l'affaire Cahuzac, vous, en deux mots? Quel est votre regard là-dessus? Comment un homme comme cela en arrive là, et un homme et un système au fond, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est aussi un système. Donc, comment on en arrive là? Le mélange des genres, finance et politique, très grande proximité, connivence, l'une des explications. Vous avez posé le vrai diagnostic, c'est le système qu'il faut changer. Ouais. Parce que le système conduit à ce que des hommes se retrouvent comme Cahuzac à la tête du ministère du Budget, qui, je le rappelle, s'autoprotège. Nous sommes le seul pays au monde où la justice ne peut pas intervenir en ce qui concerne la fraude fiscale et ne peut pas rester en justice. Alors imaginons Cahuzac, comment Cahuzac pouvait attaquer le Cahuzac fraudeur? C'était pas possible. Donc c'est le système qu'il faut changer. Ça a fonctionné quand même. La démocratie a fonctionné à tel point qu'on a pu démasquer Cahuzac. Le fait que les choses se révèlent, se disent et que la transparence commence à avancer permet maintenant de clarifier la situation. Mais ça veut dire qu'il faut en finir avec tous ces représentants du capital financier qu'on pose ici ou là, à tel ou tel endroit, et il faut en finir avec cela. Et vous comptez beaucoup sur les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire vous dites à ceux qui ont une information, qui ont le sentiment qu'il se passe quelque chose, dites-le, communiquez, lancez l'alerte. Absolument, et ça se fait, il y en a quelques-uns, et ils sont souvent victimes de la vérité qu'ils révèlent. On était encore récemment avec Nicolas Forissier, qui participe avec nous à quelques débats, qui n'a pas les mêmes
la même idéologie que C'est nous. qui, Nicolas Forissier, vous nous le redites? C'est celui qui a révélé le scandale d'UBS, avec les fameux les carnets de lait, la double comptabilité. Donc, au nom de la droiture et au nom de la loi, il a dit les choses publiquement. Bon, il en a été victime. Mais c'est pourquoi nous réclamons qu'il soit protégé. Et il y en a beaucoup, pas seulement dans la finance. Hein. Il y a des lanceurs d'alerte dans la pharmacie, dans les médicaments, dans la viande, etc. Il faut que les gens s'expriment. C'est Irène Frachon avec le Mediator. Voilà, il faut la citoyenneté partagée pour tous et ne pas laisser le pouvoir que celui de l'argent. Alors, avant que Pierre-Jérôme vous pose quelques questions qui fâchent, une autre photo, celle d'un acteur magnifique, qu'on aime beaucoup, qui habite à 10 minutes d'ici et qui ne paye pas ses impôts en France, je crois. Il s'appelle Gérard Depardieu. Vous en pensez quoi de Gérard Depardieu? Je pense déjà qu'il a utilisé le système qui existe. Voilà, il utilise le système qui existe et il faut donc changer ce système. Donc c'est pas de sa faute? Si, évidemment, mais bon, vous savez, j'en connais plein, y compris dans ma ville, des personnes qui sont parties habiter à Tournai, qui sont parties habiter du côté de Nanchin. Les premiers étant la famille Mullier qui est partie du côté de Nanchin, la fameuse. Mais parce qu'ils payent trop d'impôts? Mais la question c'est qu'il faut. Est-ce qu'on ne paye pas trop d'impôts en France? Est-ce que le problème n'est pas là aussi? Non, la question c'est que l'impôt permet de créer une société civilisée. Hein. Qui est-ce qui paye les routes? Qui est-ce qui finance les entreprises dans le cas? On en paye beaucoup en France. Tout le monde s'en plaint. Écoutez, en tout cas, ceux qui en payent. Oui, ceux qui en payent, parce qu'effectivement, il y a un débat aujourd'hui et une campagne qui est menée pour délégitimer l'impôt. Oui. L'un des piliers de la République, c'est le consentement à l'impôt. Et pour garantir le consentement à l'impôt, il faut une fiscalité progressive, beaucoup plus qu'elle ne l'est, beaucoup plus équitable, et surtout que personne n'échappe à l'impôt. Or, aujourd'hui, on constate que beaucoup échappent à l'impôt, et donc ça fragilise l'édifice républicain via l'impôt. Mais l'impôt, non. Vous savez, Obama, il a fini de rembourser son prêt étudiant en 2015. Oui. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que si on paye moins d'impôts aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que l'impôt société aux USA, c'est 35%, c'est supérieur au nôtre. Mais pour avoir accès à l'hôpital, à l'éducation, il faut emprunter aux banques et on rembourse 10, 20, 30, 40 ans. Le système américain n'est pas un exemple. Hein, pas du tout. En tout cas, je crois qu'aucun Français serait prêt à sacrifier la sécurité sociale et autres couvertures pour cela. Tout à fait. Bon, les questions qui fâchent, c'est maintenant avec Pierre-Jérôme Monteau, s'il vous plaît. Pierre-Jérôme, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonsoir. Et les questions qui fâchent, c'est pour vous. Les questions qui flashent, la première chose, c'est en vous écoutant, la lutte contre la fraude et la transparence, c'est dans l'air du temps. Est-ce que vous surfez pas là-dessus avec ce livre tiré d'un rapport parlementaire et d'un rapport sénatorial? On se dit, bon, les communistes, on n'a plus beaucoup d'écho dans la société, mais là, on va nous écouter. Est-ce que c'est pas quelque part aussi un livre d'opportunité pour refaire exister le Parti communiste? Non, franchement, ça fait partie de nos combats fondamentaux. Vous savez, c'est 4 ans de travail, ce livre. Et le souci qu'on a eu, c'est que les rapports parlementaires ne restent pas des rapports parlementaires sur une étagère. Ils ont été salués, bravo, beau travail. Mais on a voulu vulgariser, on a voulu populariser et porter à connaissance de l'opinion, parce que nous, on croit beaucoup au levier de l'opinion publique. Starbucks, au Royaume-Uni, a capitulé, a fini par payer un peu d'impôts parce qu'ils ont été boycottés par les consommateurs. Donc chacun, tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est tous clients de banque, on est tous consommateurs, on a un levier chacun. Et collectivement, on a un levier puissant. Donc c'est ça notre ambition. C'est pas du tout de l'opportunisme. C'est un combat qu'on n'a sans doute pas pris en compte il y a 10, 15, 20 ans. Le monde a beaucoup changé. Ces travaux parlementaires nous ont permis d'ouvrir le regard sur cette réalité. Et donc voilà, nous sommes des élus militants avant tout. C'est pas neuf quand même, parce que vous avez fait préfacer votre livre par l'avocat Ziegler, qui a écrit une quinzaine d'années « La Suisse lave plus blanc ». Donc c'est un vieux combat qui remonte aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, pourquoi le faire remonter aujourd'hui? C'est un vieux combat, mais qui est mené, et Jean Ziegler a été un pionnier de ce combat, mais sur une période où c'était surtout le vieil argent français qu'on planquait en Suisse. Aujourd'hui, même ce vieil argent français planqué en Suisse, ça représente peanuts dans le volume de l'argent qui est brassé et qui n'est pas payé pour les États sous forme d'impôts. C'est les multinationales. Eric a fait une mission, on pourra peut-être en parler, dans la Silicon Valley. Quand on voit toutes ces multinationales du numérique qui prennent le pouvoir, qui décident de ne pas payer d'impôts, de choisir le pays où ils vont payer l'impôt en négociant des tarifs préférentiels,
c'est un monde qui est complètement apocalyptique. Alors, donc le combat est à une autre échelle aujourd'hui. Est-ce qu'on va vous écouter, puisque le Parti communiste, on l'a un peu évoqué, perd de l'influence, et on regarde les dernières régionales, le candidat communiste en Nord-Pas-de-Calais faisait 5-3, lorsque vous avez mené la liste, c'était 10-17, donc on voit élection après élection se réduire vos nombres d'élus comme peau de chagrin. Est-ce qu'on va vous écouter? Est-ce que vous êtes encore au Et c'est bien dommage, et on ne fait pas ça ni pour gagner des voix, ni pour gagner des postes et des responsabilités. On fait ça pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, pour des raisons de justice sociale. Et pourquoi on ne vous écoute plus? Pourquoi est-ce que cet électorat glisse sur Marine Le Pen glisse? Parce qu'on nous a aussi brocardé fortement, et puis que le problème... Mais des phénix, ça existe. Des phénix, ça existe. Et donc, un jour ou l'autre, vous savez, un jour ou l'autre, on retrouvera ce chemin du rassemblement. Et ce bouquin, il n'est pas un bouquin communiste au sens étroit du terme, il est un bouquin de rassemblement, de faire en sorte que toutes les voix, quand vous mettez Michel Barnier, quand vous mettez le pape, quand vous mettez les deux frères Bocquet côte à côte, on n'a pas forcément la même pensée, y compris sur le paradis, le vrai paradis, celui où et pas fiscal. Qui n'est pas fiscal. Non. Mais on est ensemble pour que la justice se fasse, parce qu'on sent bien qu'on est dans une épreuve très difficile, très lourde, où une poignée de fortune décide de l'avenir du monde au prix des pires choses. Hein, parce que la City de Londres, que l'argent de Daesh soit blanchi à la City de Londres, c'était un vrai sujet. Hein, et un vrai sujet qui doit traverser toutes les pensées et tout homme qui a une vocation de lutter pour que l'humanité porte un grand H. Alors, je comprends bien votre souci de clarification et d'amélioration de la démocratie française. Comment vous vous positionnez par rapport à cette loi de 2017 qui va empêcher le cumul des mandats? Alors, vous êtes député-maire, vous êtes sénateur-maire. Est-ce que vous êtes opposé, vous êtes pour enfin? Moi, je suis le roi du cumulard. La vie a fait que je suis devenu un cumulard. Mais c'est bien, moralement, si on est sur le... Moi, ma pensée est qu'il faudrait avoir au moins un mandat local et un mandat national, quand c'est possible, parce que y a une espèce de balle des faux culs dans cette affaire, hein, parce que un président... vous êtes président de... je suis député, le plus ancien député de l'Assemblée nationale, hein, vous êtes 38 ans, bientôt maire 39, de Saint-Amand. Maire de Saint-Amand, président de l'Agglo. Mais ça, c'est enchaîné comme ça. Mais vous avez encore le temps? D'abord, il faut s'organiser. Vous dites tout ça. Il faut s'organiser. De toute façon, rassurez-vous, la loi va s'appliquer, y compris pour moi. Et puis, l'âge venant... Donc vous dites, comme beaucoup, on a besoin d'un mandat local pour avoir les pieds sur le terrain. Oui, je pense, parce que sinon, on va avoir une Assemblée nationale technocratique, énarchique, et bonjour les dégâts. Et vous aussi, vous abandonnez quoi alors? Moi, j'abandonnerai la mairie, si la loi s'applique, si elle est maintenue. J'appliquerai la loi telle qu'elle est convenue. Donc, si je suis réélu au sénatorial, j'abandonnerai la mairie. Mais encore une fois, vous savez, aujourd'hui, on parlait de la Silicon Valley tout à l'heure, mais le monde que les ultralibéraux voient pour demain, c'est un monde sans État. Donc, si c'est sans État, c'est sans élus. Et donc, il y a une campagne insidieuse depuis 15, 20, 30 ans pour dire, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Le système, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. Nous, on continue de penser qu'il faut le changer et qu'on peut le changer. Et donc, les élus, aujourd'hui, sont honnis, et je pense qu'il y a un peu, en filigrane, une campagne anti-élus, ça ne sert à rien. Vous voyez donc, il faut faire attention aussi, parce que s'il n'y a plus d'élus pour porter le pouvoir de l'intérêt général, en face, c'est Google, Facebook, Apple. Il faut un élu à la nation, pour vous, donc j'ai bien compris, et de préférence, mais je ne sais pas si vous pourrez le faire aussi localement. On parlait de Mélenchon, peut-être. Oui, peut-être une question sur la présidentielle qui se prépare. Alors, on n'a pas le casting dans sa totalité, hein, on n'a pas le casting complet. Il y a une primaire à gauche, Arnaud Montebourg y va, il va y avoir Benoît Hamon, il va y avoir Marie-Noëlle Lienemann. Est-ce que le président ira? On ne sait pas encore. Mais vous soutenez qui, dans l'état actuel des choses, pour cette présidentielle? Pour les communistes. Je soutiens un projet pour changer la société. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu dans tous ces candidats présupposés ou pressentis la moindre allusion à l'évasion fiscale, par exemple. Ce sujet n'est même pas abordé. Vous ne soutenez pas Jean-Luc Mélenchon? Pour l'instant, on est en réflexion. On construit quelque chose parce que les gens se désespèrent aussi de cette modernité de la primaire qui va nous ramener au bout les mêmes anciens. Après la primaire des primates, on va pouvoir passer au sujet de fond. Et le bouquin, il a été aussi écrit pour que cette question, elle ne soit pas mise hors jeu
du débat présidentiel. Vous demandez aux candidats de parler de cela. Vous demandez aux candidats de lire votre livre et de parler de ce sujet. C'est une des questions essentielles, de s'engager clairement. De ne pas parler que de terrorisme, que d'identité, que d'immigration et que d'islam. Voilà. Parce que c'est un peu parti comme ça. C'est des sujets, mais c'est de la diversion. Éviter de tomber dans la diversion. Alors pour l'instant, bon, il y a le casting, etc. Oui. Bon. Mélenchon, est-ce qu'il n'a pas préempté déjà Mélenchon, c'est un aventurier. Moi, je le dis comme je le pense. Et je le pense depuis toujours. Je l'ai connu en d'autres endroits, dans d'autres formations politiques. C'est-à-dire, vous dites qu'il ne sait pas où il va, non, mais très perso. Il a un nombril comme un parasol, il ne voit plus le soleil, et ça, c'est très embêtant quand on se veut défendre le peuple. Bon, bah ça au moins, c'est dit. Et cet extrait-là lui sera communiqué. Il aura peut-être l'occasion de vous répondre. Merci beaucoup, Pierre-Jérôme, pour ces quelques questions qui fâchent. Revenons sur le terrain, on ne l'a pas vraiment quitté, mais sur le terrain là où vous êtes élu, c'est-à-dire dans la belle et bonne ville de Saint-Amand et belle et bonne ville de Marquilly, puisque vous êtes maire, eh bien on vous propose de découvrir, c'est l'occasion aussi de cette émission, on vous propose de découvrir ces deux villes. Saint-Amand d'abord, petite carte postale de Saint-Amand, et puis on en parle tout de suite après avec Alain Bocquet. Comme son nom l'indique, Saint-Amand-les-Eaux est une cité thermale et minérale de renommée. Les vertus de ses sources étaient déjà connues des Romains, une eau miraculeuse que l'on boit en bouteille, mais qui attire aussi chaque année pour son usage thérapeutique de nombreux curistes. Située au cœur du parc naturel régional Scarpesco, Saint-Amand-les-Eaux est une ville où la nature a toute sa place et où les sportifs, les randonneurs et les amoureux de la forêt se régalent. De par son histoire, sa situation, la ville est un carrefour touristique, culturel. Sa tour abbatiale du XVIIe siècle témoigne de la Renaissance flamande. L'abbaye abrite le musée, qui regroupe de nombreuses céramiques d'exception. Charmante ville de 17 000 habitants, Saint-Amand-les-Eaux est transfrontalière et reste un haut lieu du jeu. Le casino Partouche regroupe aussi bien les amateurs de blackjack que les fans de Julien Clerc, Jean-Louis Aubert ou encore Yannick Noah. Un véritable lieu de vie, un petit Las Vegas qui accueille chaque année entre 800 et 900 000 visiteurs. Saint-Amand-les-Eaux est enfin une ville sportive. La judokate Cécile Novak, championne olympique en 1992, a démarré au judo club du parc. Enfin, les basketteuses tiennent leur rang dans l'élite. Vous l'aurez compris, difficile d'avoir le bourdon à Saint-Amand, à part Amanda, qui compose le carillon. Chaque année, en août, Saint-Amand devient même la capitale internationale du carillon. Un bonheur, une ritournelle dont on ne se lasse pas. Vous aimez le carillon, Alain Bocquet, j'imagine, le son du carillon comme ça dans la ville de Saint-Amand, magnifique instrument. Absolument, chaque midi vous avez un concert improvisé d'un carillonneur depuis plus de 2 siècles. Donc on peut s'installer en terrasse s'il fait beau et hop, on écoute un concert. Voilà, et vous avez parfois des surprises, parfois c'est du classique, parfois c'est du jazz, parfois c'est du moderne. Au début que j'étais maire, on jouait beaucoup de Jean Ferrat, c'est curieux. Tiens donc, on risque peut-être de l'écouter tout à l'heure, Jean Ferrat, mon petit doigt me dit ça. Marquilly, alors c'est plus modeste, c'est plus petit, c'est un village, Marquilly. C'est un village, 2030 habitants. 2030 habitants, voilà. Bon, on va se balader à Marquilly, découvrir. Allons à Marquilly, s'il vous plaît. Marquilly, en 2016, c'est une petite ville rurale d'un peu plus de 2000 habitants. Elle est située dans les Oueppes, tout près de Lille et pas loin de Lens. Notre première étape de cette visite guidée commence par son histoire résumée sur cette fresque à 2 pas de la mairie. Apparaissent 2 personnalités originaires de Marquilly. L'une est plutôt bien connue par Alain et Éric Bocquet. Il s'agit de Léon, leur grand-oncle. Léon Bocquet est né donc à la fin du 19e siècle, juste avant le 1900. Et donc c'est un poète qui a écrit notamment des romans sur la ville de Marquilly, sur le village de Marquilly, qui se déroulait durant la guerre. C'est un personnage emblématique de Marquilly, puisque sa maison natale déjà existe toujours, et que la place en 1960 a été baptisée du nom de Léon Bocquet pour lui rendre hommage. L'autre personnalité a permis à Marquilly de prendre de la hauteur, 4,70 m très exactement. Il s'agit du record de France de saut à la perche chez les filles, détenu par Vanessa Boslac, représentée aussi sur ce cheval de manège. Attaché à sa culture patoisante, Marquilly aime faire la fête, notamment celle des citrouilles, une fois par an, dans cette ferme datant de 1769. À ce jour, une quinzaine d'exploitations agricoles existent encore.
L'actualité récente de Marquilly concernant l'implantation de structures professionnelles, c'est l'arrivée en 2010 de ce foyer de vie appartenant au Papillon Blanc de Lille, foyer destiné aux personnes handicapées mentales. Éric Bocquet, vous êtes très attaché à votre village, à ses habitants, à son histoire. Hein. On a vu que la famille Bocquet s'était illustrée à Marquilly. Vous êtes un homme de la terre, on peut dire ça comme ça? Un peu. Et il n'y en a plus beaucoup qui siègent au Sénat ou qui siègent à l'Assemblée, j'ai l'impression. Oui, non, mais je crois beaucoup à la ruralité comme facteur d'équilibre d'aménagement d'un territoire. C'est un vrai sujet politique avec un grand P. Oui, très attaché à ce village pour plein de raisons, évidemment. Essentiel. La proximité, c'est un trésor à chérir. Une question sur l'emploi et sur la première année de Xavier Bertrand, le président de cette nouvelle région des Hauts-de-France. Il a présenté son bilan, hein, il avait promis 100 000 emplois en septembre. Bon, il n'est pas tout à fait à ce bilan-là, en tout cas il n'a pas atteint cet objectif, il le reconnaît d'ailleurs, il dit que c'est plus difficile que prévu. Votre regard, vous qui êtes maire aussi, et l'emploi c'est important, sur l'emploi dans cette région, on va s'en sortir? Xavier Bertrand est sur le bon chemin, avec Proche Emploi, avec une vraie énergie, une vraie volonté, ou pas? Quel est votre regard là-dessus? Je pense qu'il y a des volontés qui s'expriment et des décisions qui sont prises au niveau régional, mais qui ont forcément leurs limites, parce que le développement de l'emploi dans une région qui a été particulièrement meurtrie, c'est d'abord de créer les conditions d'un développement industriel, alors qu'on est en chute libre depuis 30 ans. Bon, Philippe Vasseur est là pour ça? Philippe Vasseur. Vous avez vu que c'est l'homme qui va... Je connais bien, oui, mais les hommes magiques, les prestidigitateurs, tout ça, c'est non. Philippe Vasseur, il a une compétence, il a une histoire, je travaille bien avec lui. D'ailleurs, on a... Mais il ne va pas faire des miracles. Il faut que toutes les forces soient associées et que ce ne soit pas seulement les choix financiers, des choix de rentabilité immédiate. Il faut reconstruire une vraie dynamique industrielle, entre autres, et avec l'industrie d'aujourd'hui, bien entendu, dans la durée. Il faut avoir une vision à long terme. Ça ne peut pas être une vision à court terme. Donc, tous ceux qui, quels que soient leurs engagements politiques, qui peuvent se rassembler pour ce projet-là, eh bien, nous en sommes. Éric ? Quand je vois les besoins qu'il y aurait à satisfaire dans cette région pour accéder à la métropole en voiture aujourd'hui, c'est un combat quotidien, vous le savez bien. Sur la 25, sur la 23, sur la 1, qu'est-ce qu'on attend pour créer du ferroviaire, pour débloquer tout ça? Et Nain-Beaumont-Lille, là, sur la 25, sur la 23, voilà, il y a là un débouché, un besoin qu'il faudrait prendre en compte. Et effectivement, la région, si elle en avait les moyens, parce que les moyens de la région, là, dans le projet de loi de finances 2017, on annonce que c'est la TVA qui va financer en partie les régions. Oui. C'est encore les consommateurs. Ça nous ramène à notre sujet. Les moyens des collectivités aussi pour le développement. Écoutez, il y a des engagements. Et les collectivités, même au plan économique, ce n'est pas une dépense à réduire, c'est un levier pour le développement. Alors, on est allé rencontrer les habitants de Saint-Amand. On les appelle les Amandinois. Les Amandinois et les habitants de Marquilly. Les Marquillois. Les Marquillois. On est allé les voir avec notre caméra pour qu'ils puissent s'exprimer, vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire, vous poser quelques questions. Allons d'abord à Saint-Amand. Moi, je vais rien dire, mon papy était communiste. Hein. Donc, je pense que c'est un mot qui n'est plus trop d'actualité. Qu'il soit communiste, qu'il soit droite ou de gauche. Personnellement, je ne crois pas trop aux politiques, donc communiste ou droite, je vois pas de différence, je vous avoue. Il faut que c'est un bon maire qu'on a. Il aménage la route, regardez comment c'est arboré, c'est fleuri, et au niveau des emplois, il fait le nécessaire. Non, c'est vraiment intéressant. Il a bien embelli la ville et je trouve ça beau. J'aime bien venir se balader par ici. Il fait beau, c'est propre. Aujourd'hui, justement, on a reçu une lettre. Tous les parents d'élèves ont reçu une lettre qui expliquait qu'il avait mis en place des mesures de sécurité à la sortie des écoles pour protéger nos chers enfants. Il a fait beaucoup pour la ville, hein. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Il n'y a plus de commerce, tout se ferme depuis qu'il y a eu l'installation de Leclerc et ça devient triste, alors que je trouvais que le centre-ville était agréable. Je pense qu'un maire, il aime bien avoir un centre-ville qui soit dynamique, mais bon, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. Un centre-ville dynamique, Alain Bocquet, c'est difficile d'avoir un centre-ville dynamique. Cette dame disait... le centre-ville de Saint-Amand se meurt un peu parce qu'il y a un supermarché, c'est ouvert à l'autre bout, etc. La question est plus large. Je crois que tous les centres-villes sont concernés en France, hein, tous les centres-villes. Et c'est pas facile à résoudre parce qu'il y a le problème de la réorganisation du commerce, certes les grands supermarchés, mais maintenant c'est l'attaque du e-commerce
Les achats sur Internet, et bien sûr. Moi, j'ai un exemple typique dans le centre-ville de Saint-Amand où un libraire qui proteste fortement sur la mort, comme il dit, du centre-ville, a chez lui un relais colis où il donne des bouquins qui viennent d'Amazon. Voilà, donc c'est des contradictions comme ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Amazon a fait une bonne pub pour notre bouquin. Oui, première vente chez Amazon, alors qu'on lui taille un costume quand même à l'intérieur, à Amazon. Donc comme quoi, la contradiction, ça fait avancer le mouvement. Le commerce fonctionne, même si on le critique, si ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà. Bon, en tout cas, difficulté, vous le dites, quand on est maire, de pouvoir maintenir une animation en centre-ville. On essaye de faire des efforts. Là, on va restructurer le cœur de ville. Il y a un projet cœur de ville. Bon, mais c'est pas simple. Je reconnais que c'est pas simple. Bon, on verra et on vous accompagnera pour voir un petit peu comment ça évolue dans les mois et les années qui viennent. Allons à Marquilly, désormais. Écoutez les Marquillois et les Marquilloises qui vous parlent. Eric, je l'ai connu en tant qu'entraîneur de football déjà, donc voilà, c'est un peu particulier aussi. Je le vois pas vraiment dans le monde de la politique, je le vois plus autrement moi. Donc, mais c'est vrai que le fait d'être sénateur, ça apporte un plus à Marquilly quand même. Pour l'école, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Oui, par rapport à l'école, oui, il essaye de faire son maximum pour que tout se passe bien, que ce soit avec les enfants, les parents, les instituteurs. Eric, c'est surtout question finance, tout ça. Il défend beaucoup les intérêts des Marquilly-Lillois, en fait. Alors les gens vous appellent Eric. Ils disent pas monsieur le maire, ils disent pas monsieur le sénateur, ils disent Eric. Oui, tout à fait. C'est copain, quoi. Oui, c'est la proximité, ça me va bien. Vous aimez ressentir de l'affection, presque de l'amour, dans certains cas, des habitants pour leur maire, parce que voilà, vous avez les manettes en main, ça, c'est plaisant, c'est agréable, dans un monde où l'homme politique est si décrié. Absolument. Ça aussi, c'est une difficulté quand même. Tout à fait. On parlait cumul tout à l'heure, comme quoi je ne pense pas que ça puisse forcément s'opposer, mais cette proximité, elle est essentielle au moment où beaucoup de repères basculent, où le discrédit des élus, et je m'en désole, la République va mal dans ce pays. Je crois qu'on souffre d'autres mots que du cumul dans ce pays. Les scandales qu'on a évoqués, ça jette du discrédit sur les institutions, sur le système, sur la société. On ne croit plus beaucoup à l'homme politique. Non. Malheureusement, vous le ressentez. Ça m'inquiète beaucoup et ça peut amener à toutes les dérives. Bon, alors puisque les gens vous appellent Eric, moi aussi je vous appelle Eric, je vous appelle Alain, je vous ai demandé votre film préféré, votre musique préférée, ce que vous lisez en ce moment. Bref, pour qu'on puisse un peu mieux vous découvrir, c'est aussi l'objet et le but de cette émission. Mais pour ça, on va quitter cette table où on a parlé ensemble politique, défiscalisation, paradis fiscaux, etc. pour un peu mieux aller dans votre sphère privée. Pour cela, on va passer au salon tout de suite. On est donc au salon, normal, puisqu'on a envie d'un peu mieux vous connaître. Je vous ai demandé à tous les deux votre livre, votre film et puis votre musique préférée. Commençons d'abord par le film, avec vous, Alain Bocquet. Et vous, votre film préféré, ou l'un de vos films préférés, c'est ? Disons un film qui m'a marqué, Germinal, évidemment. Évidemment. Vous avez même d'ailleurs assisté un peu au tournage. J'ai assisté à plusieurs séances de tournage avec mon ami Claude Berry, tout à fait. C'était assez... Il y a 25 ans ? Il y a 25 ans, on fête le 25e anniversaire en fin d'année, là, à Rambert Creative Mine. Puis ça nous fait plaisir de voir Renaud, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Regardons un extrait de Germinal. Germinal, 169 sur 1, 3e. Fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Florence est morte. Il faut qu'on la remplace. Je veux plus te voir, va-t'en. Quel bonheur de voir ces acteurs magnifiques, Renaud, Gérard Depardieu, Miu Miu, Jean Carmé.
Et puis, ça vous fait certainement penser à votre papa, puisque votre papa était mineur. Tout à fait. Notre papa à l'époque, il partait comme ça sur son vélo? Oui, il partait avec son vélo dans les mines du Pas-de-Calais, du côté de Vingles. Ensuite, il a été mineur de jour, comme on dit, mais il a travaillé au front, tout à fait. J'imagine que ça marque un enfant. Oui, un père mineur et un grand-père mineur aussi, donc il y a une filiation quelque part. Bon, Éric, vous aimez rire, Alain aussi, hein, mais vous aimez rire, et l'un de vos films préférés? Film en noir et blanc, Les Tontons Flingueurs, que je ne me lasse pas de revoir. À chaque fois, vous avez toujours le même plaisir? Le même plaisir, à chaque fois une découverte d'une nouvelle phrase, d'une scène qui marque. Bon, là aussi, que de grands acteurs et de grandes actrices. Les Tontons Flingueurs, rions un peu. Il est parti. Ah oui, t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Lino Ventura, pourquoi vous aimez ce film et pourquoi ça vous plaît tant, pourquoi ça vous fait autant rire, Éric Bocquet? Les dialogues de Audiard, les comédiens, Blier, l'un de mes préférés, Ventura, Lefebvre, voilà, ça fait un mélange détonnant et à chaque fois le même plaisir. Je l'ai vu 15 ou 20 fois comme tout le monde, mais jamais lassé de le voir. Vous réussissez encore à aller au cinéma tous les deux, à pouvoir avoir une petite activité culturelle malgré les mandats, cette vie politique très prenante, hein, c'est le samedi, c'est le dimanche, c'est le soir, enfin, vous êtes très sollicités. On a diffusé sur WEO un jour un documentaire sur le mal de mer, ça s'appelait comme ça, mais c'est vrai qu'on avait bien compris à l'époque comment vous étiez sollicités, vous les hommes politiques. Vous avez encore le temps? Pas suffisamment, très franchement, pas suffisamment, mais pourtant j'ai un cinéma à deux pas de chez moi. Mais voilà, c'est difficile de trouver le temps pour y aller. Le dernier film que j'ai vu, c'est le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street. DiCaprio. Bon, c'est en plein dans le sujet dont on s'occupe. Ça vous a inspiré aussi, ça a aidé, oui. pour le livre. Et pourtant, c'est important, vous aimez ça? Oui, absolument. Oui, 2-3 fois par an, le cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Chocolat, au cinéma. Très beau film. Avec Omar Sy. C'était au printemps. Non, pas beaucoup de temps, malheureusement, pour y aller davantage. On aimerait y aller davantage. Alors, on peut aller au cinéma, on peut aussi lire. Et alors là, à la question, quel est votre livre préféré, ou celui peut-être qui vous a le plus marqué, vous, Alain Bocquet, vous répondez? Les raisins de la colère de John Steinbeck. Pourquoi ce livre-là? Lycéen, c'est un livre que nous avait conseillé le prof de français et j'ai découvert toute une histoire avec Tom Joad, le héros de ce film, avec des familles de métayers qui quittaient l'Oklahoma pour se rendre en Californie et qui trouvaient des camps de réfugiés le long de la route 66. En fait, quand on voit la situation d'aujourd'hui, on se dit qu'il y a des choses similaires qui ont été vécues à l'époque. Et puis, la rencontre avec des syndicalistes, la révolte, voilà. Donc, ça m'avait vraiment marqué. Et vous êtes en train de nous dire que l'histoire n'est qu'un éternel bégaiement? Vous parlez de camps de réfugiés, vous parlez de syndicalisme. C'est ce qu'on vit aujourd'hui? L'histoire de cette société où l'argent domine, elle bégaye, effectivement. Elle bégaye. Et il faudrait peut-être qu'un jour, elle arrête de bégayer. Vous n'êtes pas découragé que ça ne change pas aussi vite que vous le souhaitiez et aussi vite que vous l'espériez? J'ai appris, la patience est une vertu révolutionnaire, avait dit Friedrich Engels, le compagnon de Marx. Donc vous êtes patient? Au début, j'étais un peu plus impatient, mais la patience, c'est une vertu révolutionnaire. Et je me dis que de toute manière, si on ne choisit pas une voie de transformation de cette société, D'ailleurs, vous avez remarqué que le livre, on l'a dédié à nos petits-enfants et à tous les petits-enfants du monde. Ça a un sens. Alors vous, Éric, un livre plus récent, que je ne connaissais pas, pour le coup. Ça s'appelle L'Homme nu. L'Homme nu. Qui a écrit ce livre? Marc Duguin et Christophe Labbé. Et le sous-titre du bouquin, c'est « La dictature invisible du numérique ». Alors que raconte ce livre? J'ai découvert ce livre
À mon retour de mon déplacement avec le Sénat dans la Silicon Valley aux États-Unis, où on a découvert, parce qu'on devait parler de la fiscalité du numérique, les grands groupes Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Et ce que j'ai ressenti là-bas a été rendu exactement dans le bouquin de Marc Duguin et Christophe Labbé, L'Homme nu, où en gros, ce sont ces grands groupes qui préparent le monde de demain. Plus d'États, parce que des États, ça légifère, ça contrôle, ça sanctionne, et ça crée l'impôt en plus. Et ces grands groupes ne veulent pas de ça. Je me souviens d'une citation de Reagan, quand il est arrivé à Washington, à la Maison-Blanche, en 1980. Il a dit « La solution, ça n'est pas l'État, l'État, c'est le problème ». Et donc, ils sont en train de mettre en œuvre ceci. S'il n'y a plus d'État demain, au nom de l'intérêt général et pour défendre l'intérêt général des populations, eh bien, ces grands groupes-là choisiront de payer l'impôt, le montant qu'ils veulent, là où ils veulent, au détriment de l'intérêt général. Bon, dans un monde de brut, ou presque, il reste quand même une ressource poétique magnifique, c'est la musique. Oui. On écoute un peu de musique, ensemble. Alors on écoute Jean Ferrat, vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, La matinée. La matinée de Jean Ferrat. Avec sa première épouse. Oui. Avec sa première épouse. Écoutons du Jean Ferrat quelques instants. La matinée se lève, toi debout il est temps. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu. Attends encore un peu, je refaisais le monde. Vous fredonnez Alain Bocquet pendant cette chanson. La fin de la chanson, c'est « Le monde sera beau, je l'affirme et je signe ». Attends encore un peu, je n'ai pas fini mon rêve. Vous pourriez dire ça, vous? Oui. Vous pourriez dire ça à ceux qui nous écoutent? Tout à fait. Ouais, c'est important. Et alors vous, Éric, tout à fait un autre style, Mozart. Mozart, le Requiem de Mozart. Et je vous dirai pourquoi après. On écoute? Allons-y. Requiem de Mozart, tendez bien l'oreille, c'est fort. Je vous l'avais dit, Mozart, c'est fort. Pourquoi? Pourquoi le Requiem de Mozart? Cette musique me fait un effet incroyable. La première fois où j'ai entendu ce concert, j'ai eu un choc dans ma vie, parce que c'est une messe de mort, le Requiem. Oui. Mais elle a une force, une vitalité incroyable qu'elle transmet à l'auditoire. C'est puissant, c'est magique, et donc c'est un peu dialectique, cette musique. Donc c'est pas un enterrement, c'est une renaissance quelque part. Donc la puissance de ce chœur, cette musique magique de Mozart, dont certains pourraient considérer que c'est ringard, ça vieillit pas. Ça prend de la force avec le temps. Alors, je vous confirme, ça ne vieillit pas, c'est fort. Alors vous l'écoutez comme ça de temps en temps dans la voiture, à la maison? Absolument, quand je suis un peu fatigué, je me mets le Requiem de Mozart. Bon, merci beaucoup, messieurs Alain Bocquet, Éric Bocquet. J'étais ravi de vous recevoir, beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Je vous souhaite bonne route et puis on va se revoir puisqu'on a une élection présidentielle à commenter, donc on aura l'occasion de pouvoir rediscuter ensemble. Merci beaucoup et merci de votre fidélité. C'était le premier WEO et débat de la saison. Il y en aura d'autres. Un rendez-vous par mois pour parler politique, pour débattre. C'est si important dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis le livre « Sans domicile fisc ». Lisez-le, il est écrit avec Pierre Gommeton. Lisez ce livre, vous en saurez plus sur ce qui se passe dans ces paradis fiscaux. À très bientôt en tout cas sur WEO. Merci.